Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ça va? Ça va? Et vous? Ça va, ça va. Bonjour. On n'a pas beaucoup de temps. Non. Je fais vite. Vous promenez avec un casque sur la tête comme ça? Oui. Dans la rue? Oui. À C'est pied. dangereux, non? À pied, ça va. En vélo, c'est des émotions supplémentaires. Et le doublon capuche est parfait pour des sensations extrêmes. Parfaite isolation. Alors, il y a une question surprise. Parce que j'ai lu dans Beaux-Arts Magazine que vous étiez contre la Constitution européenne. Quand est-ce que vous allez faire Dans le hors-série qu'ils avaient fait là. Et juste d'abord, ça va être, je pense, pour Campus, parce qu'on va faire une émission histoire de comprendre un peu ce qui se passe, parce que j'ai acheté le texte, j'ai rien compris. Donc j'étais seulement capable de découper les zones où ils promettaient de donner de l'argent à certains pays, donc je me suis dit que c'était des pays culturellement peut-être intéressants, puisqu'ils allaient allouer des budgets pour développer la culture. Donc voilà ce que je me suis dit, j'en sais pas plus. Mais ça, à la limite, on fera ça dans un deuxième temps avec le temps qui reste. Le premier étant plus dédié donc à ce précepte. Hop, micro. Je vais bien vous écouter parler. Ben voilà. Qu'est-ce que c'est que cette caméra là? C'est une Panasonic. Ouais. Ça va? Ça marche. C'est bien? Ça marche bien. Oui. Ça marche pas bien là. Elle est à vous la caméra? Non, vous l'avez empruntée? voilà, on me la prête, mais là je vais en théorie décrocher une sorte de budget pour m'en acheter une. Voilà. Devenir enfin un média indépendant. Combien ça vaut ça? Ça vaut 2005 je crois. 2500 euros. J'ai pas du tout. En retour comme ça. Et si vous parlez? Oui, là. Ça va, vous m'entendez? C'est un peu faible parce que du coup il n'y a plus de micro-cravate disponible. Alors je me suis dit, de toute façon je vais faire très près comme ça. Hop, ça vous dérange pas? Non, ça va? Je vous entends. C'est un peu étrange d'être sur la caméra comme ça. C'est un peu pistolet. C'est pas un peu trop... C'est pas trop gros plan quand même? Non, ça va là, parce qu'il y a un grand angle. Si vous voyez comment ça fait grand dans la pièce. Ça agrandit tout comme ça. D'accord. Ça agrandit beaucoup. Voilà. Donc j'ai fait ce précepte donc, que j'imagine et que j'aimerais comme une sorte d'élément de... Combien de temps on donne? Vous me dites 20 minutes? 20 minutes, il est 4 à 24, on arrête, d'accord. Il est 4? Non. Non, il est 4 d'enregistrement. Ah là, d'accord. D'accord. Donc, là j'ai regardé une vidéo sur les apatistes et qui parlait donc de cet espace indigène qui était en train d'être bouffé. Et genre projeter ça sur vos écrits avec la grammatisation généralisée. J'aimerais bien une présentation, une explication de comment ces espaces indigènes, enfin ces espaces propres ont été tout à coup, enfin n'existent plus quoi. Comment les indigènes qu'on pouvait être, même nous en tant que gens libres, avons disparu sous le coup de... Ouais, mais ça, il n'y a jamais d'indigènes. Enfin, il y a des indigènes, bien sûr, mais
c'est toujours relativement à autre chose. L'indigène, c'est un mythe de toute façon. Mhm. Les Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, sont des Sibériens en réalité. Donc, ce ne sont pas des indigènes. Ce sont d'anciens envahisseurs qui se sont localisés à un moment donné. Il n'y a pas d'origine chtonienne, comme disaient les Grecs. C'est-à-dire, il n'y a pas Erichtonios, ce qui veut dire c'est le premier Athénien qui serait sorti de terre. Ça n'existe pas. Mhm. Il n'y a pas d'homme de l'origine. Et donc, Donc, c'est toujours relativement un état de fait à un moment donné que se produisent des processus, comme aurait dit Deleuze il y a 20 ans ou 30 ans, de déterritorialisation. Par contre, la grammatisation, qui est un processus qui a commencé, disons que ces éléments proto-historiques se réunissent en Mésopotamie il y a à peu près 4000 ans, 4-5 000 ans, mais qui ne commencent véritablement qu'avec la Grèce ancienne. C'est une époque d'un processus beaucoup plus ancien, beaucoup plus général, qui définit l'humain en général, qui est ce que André Le Rogan appelle le processus d'extériorisation de la vie. L'être humain, c'est la vie qui s'extériorise dans des artefacts, dans des prothèses, etc. Mais à un moment donné, dans l'histoire de cette extériorisation de la vie, commence ce qu'on appelle un processus de grammatisation, qui, lui, va être la puissance de l'Occident. La grammatisation, c'est ce qui consiste, d'une façon très générale, à discrétiser des flux, à savoir les reproduire, en sachant les discrétiser, c'est-à-dire les découper en éléments finis. Pour être très précis, grammatisation, ça vient de gramma. Le gramma en grec, c'est la lettre. Donc, la lettre permet, avec moins de 30 signes, de reconstituer intégralement un flux verbal, en le discrétisant, en le reproduisant, et à partir de là, transforme très profondément la manière de parler, de penser sa propre parole, donc de communiquer en règle générale, etc. Ça, c'est un processus qui est une chance. Quand je dis que c'est une chance, moi par exemple, je suis philosophe, et il n'y a pas de philosophie sans grammatisation. Pour qu'il y ait de la philosophie, il faut de la grammatisation. Pour qu'il y ait de l'histoire, il faut de la grammatisation. Donc là, il y a un développement, mais il y a aussi ça, c'est une sorte d'explosion comme ça qui va de façon croissante, mais là, on s'aperçoit qu'il y a un deuxième processus qui intervient, ce qui fait que ça réduit le champ des possibilités d'anagramme avec ce... C'est-à-dire que la grammatisation comporte toujours au moins deux versants en même temps. Un versant qui est celui que je viens par exemple, d'évoquer à l'instant, en disant grâce à la grammatisation en Grèce apparaissent la philosophie, la géométrie, l'histoire, la géographie, le droit, enfin bref, tout ce qui fait que par exemple on vit dans une société politique, dans une république ou dans une démocratie, etc. Tout ça, c'est pas mal tout ça. Bon, moi je suis pour. Mais en même temps, la grammatisation permet aussi la liquidation d'un certain nombre d'idiots. Les Athéniens, par exemple, en 403, imposent un alphabet attique, par rapport... Et ça, c'est un moment dans la grammatisation grecque qui leur permet de prendre un pouvoir sur la langue grecque. Donc, la grammatisation est toujours aussi un espace de pouvoir et pas simplement un espace de savoir. Toujours les deux en même temps. Puisque vous me parliez des Indiens, des indigènes, c'était bien des Indiens. Évidemment, la grammatisation qui se produit entre le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, elle va avoir pour effet alors beaucoup de choses formidables. Le développement de la modernité, le siècle des Lumières, l'explosion des nouvelles sciences après la Renaissance, Newton, enfin bon, bref, toutes sortes de choses auxquelles je tiens beaucoup, pour ce qui me concerne. Mais en même temps, elle va aussi avoir pour effet, en effet, de réduire à néant des sociétés entières,
de les asservir sur le plan spirituel, de leur imposer des modèles occidentaux, parce que la technologie intellectuelle qu'est la grammatisation, puisque la grammatisation c'est d'abord une technologie intellectuelle, étant très efficace, va permettre à l'Occident, à travers ses missions d'ailleurs, parce que ça se fait à travers les jésuites, ça se fait à travers des ordres religieux, etc., finalement de prendre le contrôle de l'esprit de ces peuples indigènes ou autochtones et de les dessaisir finalement de leur culture. Donc je ne dis pas de les acculturer, on dit souvent acculturer pour dire enlever une culture, mais en fait acculturer ça veut dire acquérir une culture. Donc les gens utilisent le mot acculturer. En général, pas à bon escient. Non, pour les aliéner, on aurait dit à une certaine époque, symboliquement et spirituellement. Cela dit, d'ailleurs, la grammatisation aujourd'hui, c'est encore bien au-delà. Un grand moment de la grammatisation au 19e siècle, c'est l'apparition de la machine-outil, qui elle aussi est un processus de grammatisation, qui est plus simplement dans l'ordre du symbolique, du verbal, ou du visuel ou de l'audible, mais dans l'ordre du geste. Le geste est porteur de symboles. Et la machine-outil va permettre, en reproduisant le geste de l'ouvrier, de le grammatiser, c'est-à-dire de le priver de son savoir et de le prolétariser. Ça, c'est une autre expropriation, comparable à ce qui arrive aux Indiens. Et cette fois-ci, ça se passe en Europe, dans tous les pays industriels. Moi, je pense que la grammatisation aujourd'hui, avec le numérique, avec des technologies beaucoup plus récentes, exproprie les consommateurs de leur savoir-vivre, les chercheurs de leur liberté de penser, etc., etc. Bon, mais en même temps, ça c'est un état de fait qui tient d'abord au fait que nous ne pensons pas à la grammatisation. Alors nous pouvons accuser le capitalisme de nous aliéner avec la grammatisation, etc., ce qu'il m'arrive de faire, mais la vraie question c'est qu'est-ce que nous faisons, nous, pour penser l'autre côté de la grammatisation. Et comment est-ce que, avec cet autre côté, nous inventons un monde nouveau. J'emploie des mots un peu ronflants, mais moi ça ne me fait pas peur ces mots-là, parce que je pense que c'est indispensable d'inventer un monde nouveau. C'est pour ça que je suis là. Si on n'invente pas un monde nouveau, compte tenu de l'état du monde dans lequel nous sommes, nous n'irons vraiment pas très loin. Donc... quels pourraient être les préceptes de ce monde nouveau? Ça, je peux pas vous dire ça en 5 minutes, mais... bon, ce que je peux vous dire, c'est ce que je répète dans différents ouvrages, dont un qui va sortir le mois d'avril, et le dernier, Mécréance et discrédit, c'est qu'il faut refaire une politique de l'esprit, une politique résolument industrielle. Il faut faire une critique du capitalisme hyper-industriel en tant qu'il est un capitalisme culturel qui a pris le contrôle de la libido, qui a pris le contrôle des processus de sublimation, c'est-à-dire de la vie artistique, de la vie intellectuelle, de la vie scientifique, de tout ce qui relève de la sublimation, c'est-à-dire des processus civilisateurs, mais qui en a pris le contrôle de telle manière qu'il les détruit, ces processus. Et donc nous sommes dans une époque de désublimation. Et dans quel objectif c'est quoi l'objectif parce que enfin, si on considère qu'il y a une sorte de réflexion derrière cette machination, enfin quel est l'objectif? Il n'y a pas de réflexion. C'est ça, hein, il n'y en a pas. Il n'y a pas du tout de réflexion. C'est un processus qui se développe de manière aveugle, mais il n'y a pas de réflexion. Par contre, il y a des finalités, en effet. La finalité, c'est de capter la libido des consommateurs et des producteurs pour optimiser les gains de productivité et les marges, élargir les marchés, etc. Donc ça, c'est un processus qui se met en place. C'est pas du tout un complot, j'ai aucune théorie du complot. Par contre, c'est un processus. Ça poursuit ce que Marx avait développé dans cette théorie du capitalisme, sauf que ça se joue sur un plan qui n'est pas l'économie politique de Marx, mais l'économie libidinale de Freud. Et les deux s'articulant d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il faut faire une critique de cette économie libidinale, capitaliste, tout comme Marx d'ailleurs a fait une critique de l'économie politique capitaliste, ce qu'il appelait sa contribution à la critique de l'économie politique, qui est devenue ensuite le capital. Et il faut faire ça, mais au sens où les philosophes parlent de critique. Il ne s'agit pas de dénoncer le capitalisme, il ne s'agit pas d'accabler le capitalisme de mauvaises pensées. Il en a sûrement, mais je dirais que ça m'est complètement égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être édifiant, c'est pas de dire... c'est fondamental. Pardon. Hop. C'est pas de dire... Ça n'est pas de dire que le capitalisme est
mauvais ou bon, c'est pas le problème. Le capitalisme est un fait et un énorme processus dans lequel nous sommes, et nous sommes loin d'être sortis pour le moment en tout cas. En revanche, il faut en faire une critique, au sens où ce capitalisme est en train de se détruire lui-même. Il se détruit lui-même parce qu'il produit de la désublimation, parce qu'en captant la libido, il la détruit. Or, la sublimation suppose de la libido. La destruction de la libido, c'est donc la destruction de la sublimation. Or, la sublimation, c'est ce qui fait l'unité d'une société. Donc, il faut critiquer le capitalisme pour conduire à quoi? Pour conduire, c'est ma thèse. Et c'est mon but politique aujourd'hui. En particulier en Europe, conduire la société européenne, les sociétés européennes, à élaborer une nouvelle pensée de ce que j'appelle de l'esprit, parce qu'une société humaine, c'est une société des esprits ou de l'esprit. Il n'y a pas de société sans esprit. Et que cette nouvelle pensée de l'esprit passe par ce que j'appelle une économie politique et industrielle de l'esprit, qui soit aussi une écologie de l'esprit. Ça, c'est des siècles. Pardon. Ça met combien de temps, ça, à se mettre en place de façon fonctionnelle? Ce que j'ai l'impression de voir assister un peu partout, c'est des petites explosions. Enfin, ce que j'aimerais pouvoir susciter, enfin, on en avait déjà parlé brièvement la dernière fois, que je pourrais appeler l'éveil, une sorte d'éveil dans la tête des gens. Tout à coup, ils cristallisent sur un événement, quelque chose qui leur fait dire ah. Et ça arrive en ce moment quand même. Comment vous appelez ce moment-là? Je sais pas, moi j'appelle ça un saut quantique dans l'individuation. Pardon? Un saut quantique dans l'individuation psychique et collective. Mais bon, peu importe comment je l'appelle, vous me disiez ça demande des siècles. Non, ça ne demande pas des siècles, ça demande des idées claires, suffisamment claires pour qu'elles soient compréhensibles, et beaucoup de volonté politique, et des alliés, et de l'exemplarité. Et s'il y a de l'exemplarité, après les choses se reproduisent très vite. En 20 ans, vous pouvez transformer la face du monde. Qu'est-ce qui s'est passé quand Christophe Colomb est parti à la conquête de l'Amérique? C'est ça qui s'est passé. L'espace de quelques décennies, tout a changé. Les choses peuvent changer extrêmement vite dans la vie, dans un sens comme dans l'autre. Si nous voulons qu'elles ne changent pas extrêmement vite dans le mauvais sens, ce qui est malheureusement la très forte probabilité aujourd'hui, c'est une pente. Mais ça, en image, ça donne quoi? En image, Ouais. c'est imprévisible. C'est imprévisible. On ne peut jamais prévoir les choses comme ça, mais ça donne des phénomènes de décrochage, de crise économique majeure, des choses comme ça, au bord desquelles nous sommes, de guerre. Moi, par exemple, je crains beaucoup l'effondrement de la consommation. Je ne suis pas pour la consommation, j'aime pas la consommation. Mais en même temps, je ne suis pas contre du tout, parce que s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de vie économique. Donc, finalement, je m'en sors pas trop mal dans cette existence, je me dis, après tout, si ça consomme toujours, je continuerai à m'en sortir pas trop mal. Bon, c'est un raisonnement un peu idiot. Vous vous doutez bien que je ne m'en tiens pas simplement à ce raisonnement-là, mais je veux dire que c'est aussi un raisonnement que n'importe qui peut faire. Ouais. Je ne suis pas contre la consommation, même si je n'aime pas du tout la consommation. Mais je crains que la consommation ne s'effondre. Je le crains parce que j'ai des raisons très précises de le craindre, parce qu'il n'y a pas que moi qui le crains. Qu'est-ce qu'il y a comme information auxquelles j'aurais pas accès, par exemple? Tout le monde peut avoir accès à ces informations. Il y a des tas de questions qui se posent aujourd'hui dans le monde du marketing et de l'industrie sur ce que j'appelle la débandade des consommateurs, c'est-à-dire l'apparition de ce qu'on appelle les alter-consommateurs, des gens qui ne veulent plus consommer, etc. Il y a c'est ce que j'appelle la destruction de la libido, ça, c'est les effets de la destruction de la libido. Bon, bah, ça c'est un aspect des choses, sans parler des aspects qui sont beaucoup plus connus, comme les problèmes de démographie, de crise écologique majeure, etc., dans lesquels nous sommes, et qui sont, on le sait très bien, si la Chine continue avec son taux de croissance actuel pendant 15 ou 20 ans, c'est la catastrophe mondiale. Donc tout ça, ce sont des choses que tout le monde sait, personne ne veut les voir, mais tout le monde le sait bien. Donc c'est ça la pente naturelle, mais c'est pas une fatalité. Moi je dis, par exemple, inventer un nouveau modèle industriel qui repose sur ce que j'appelle une économie de l'esprit, c'est aussi faire en sorte que la Chine et l'Inde, qui à elles deux représentent plus de 2 milliards d'habitants, ne se mettent pas à se jeter à corps perdu dans une consommation qui serait une catastrophe totale. Ce
sur le plan tout simplement de la respirabilité Mmh, sur mmh. la Terre. Bon. Mais Mais c'est un autre temps, un autre siècle. En même temps, ils vont pas refaire les erreurs de la fin de la modernité. Enfin, il y a un moment, enfin, c'est un peu ils peuvent rentrer dans une industrie postmoderne qui serait qu'est-ce que justement vous avez appelé intelligente. une industrie? Bah, qui serait intelligente, qui gérerait les stocks, les individus, un truc un peu horizontal Oui. plus que. Je suis pas sûr que Bah, ils sont un peu bêtes malgré eux. Enfin, c'est facile de dire ça. Je crois ils ont été. On leur a enlevé un bout de cerveau avec toutes ces années, enfin, vie culturelle et compagnie, ils n'ont pas appris non plus. vous savez, pour que ces grands pays d'Asie, qui sont d'immenses pays très puissants, y compris avec des cultures extraordinaires, très très grandes cultures, Mhm. euh, puissent ne pas faire ce que l'Occident a fait, ça suppose d'inventer d'autres modèles industriels. Commençons par le faire nous-mêmes plutôt que de leur dire. Mais c'est un peu ça la clé, c'est de proposer maintenant, il ne faut C'est plus ça, attendre, c'est quelque ça la part. question, absolument. Oui. Et pour pouvoir retomber sur nos pieds à deux pattes, j'aimerais bien une parenthèse sur Negotium et l'ergotum et l'importance de, de, de- de l'ergotum dans le. Qu'est-ce que vous appelez l'ergotum? Je fais peut-être pas le bon terme. L'osium et le négocium. Voilà, pardon. Euh, Parenthèse mais sur, je ne peux pas vous dire des choses sur comme cette ça notion. en les 3 minutes qui nous restent. Bon, dommage, j'aurais C'est bien trop entendu court, ça. c'est trop court. Non. Basiquement, les deux états. Non, ce que je peux vous dire, c'est que pendant très longtemps, y compris, surtout je dirais même en Chine et en Inde, mais dans le monde entier, dans toute l'histoire de l'humanité, les sociétés ont été structurées par une distinction structurelle entre le monde de l'osium et le monde du négocium. Distinction ne veut pas dire opposition, ça ne veut pas dire que les gens de l'osium n'avaient rien à voir avec le négocium, Justement. mais ça veut dire que les gens distinguaient ces deux dimensions. La dimension du négocium, c'est la dimension de la subsistance, c'est-à-dire, en gros, les conditions pour reconstituer la force de travail individuelle et collective, comment satisfaire les besoins vitaux, nourriture, eau, hygiène de base, etc. Avoir suffisamment les calories, les protéines, etc. qu'il faut pour que le corps social et le corps individuel se reconstituent tous les jours. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle les subsistances. Et puis il y a un autre plan qui est le plan de ce que j'appelle moi l'existence. Et cette existence, ce qu'elle cherche, c'est des choses qui ne se réduisent pas à la subsistance. Ce que l'être humain recherche, c'est pas tellement d'avoir sa quantité de protéines, d'eau, etc. De toute façon, c'est une quantité extrêmement subjective d'ailleurs. Ce que cherche avant tout l'être humain, c'est à exister, et non pas à subsister. Exister, ça veut dire d'abord symboliser, ça veut dire exister pour les autres, ça veut dire être doté d'un narcissisme, ça veut dire surtout rencontrer chez les autres leur singularité, et dans la singularité des autres, pouvoir découvrir sa propre singularité, parce que ma singularité, elle me reste toujours à découvrir. C'est Je est un autre de Rimbaud, ou Deviens ce que tu es de Pindare. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu toujours une catégorie de la population, les gens de ce qu'on appelle l'osium, qu'on appelait souvent les clercs, qui étaient spécifiquement tournés vers ce que j'appelle les consistances, c'est-à-dire les objets idéaux, par exemple les idéalités mathématiques, les objets sacrés, les arts libéraux, donc les artistes, les écrivains, les juristes, etc. Tout ça faisait partie du monde des clercs. Et c'était des gens dont la vie était consacrée essentiellement à explorer ce qui n'existe pas. Les idéalités mathématiques, ça n'existe pas. C'est pour ça que ça s'appelle les idéalités. Mais les mathématiques sont basées dessus. La justice n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut distinguer le fait et le droit. Le droit n'existe jamais, il n'y a que des faits. Mais néanmoins, les sociétés policées reposent sur l'idée que bien qu'il n'y ait que des faits qui ne sont pas conformes au droit, c'est selon le droit qu'il faut vivre. Le droit qui n'existe pas. Etc., etc. Et quand ça prend des formes religieuses... Et donc, pour finir vite, donc, une minute, ce qui s'est passé, c'est quand même que c'est l'opium, c'est ça? Le sium, pardon, qui est complètement disparu, enfin quelque part plus du tout. Été absorbé par le système économique du capitalisme contemporain. Il n'y a plus aujourd'hui d'osium.
tout est intégré à la calculabilité du négocium. Le négocium, c'est ce qui calcule. Tout ce qui est dans le négocium est calculable. Un kilo de pommes de terre, une opération de George Soros sur la livre sterling anglaise dans les années 80, etc. Tout ça, ça fait l'objet de calcul. Les objets de l'osium ne sont pas des objets calculables, puisque ce sont des objets qui n'existent pas. Vous ne pouvez pas faire des calculs sur ce qui n'existe pas. Le beau, par exemple, n'existe pas. Emmanuel Kant a expliqué pourquoi. Vous ne pouvez pas faire un calcul sur le beau. Du coup, vous ne pouvez pas démontrer qu'un tableau est beau, par exemple. Vous pouvez démontrer des choses existantes. Tout ce qui est existant est l'objet de démonstration et de calcul. Mais ce qui est inexistant, et qui ne se réduit pas à Dieu, parce qu'en général on dit ah ben ça c'est Dieu. Non, c'est pas du tout, c'est beaucoup plus riche que ça. C'est tout le monde de l'esprit et de la sublimation. Donc ce qui est important, c'est de redécouvrir cette part-là en nous, Ben, basiquement. oui, c'est de la redécouvrir et de lui redonner un droit de cité. Sinon, il n'y aura pas de société. Il n'y a pas de société sans sublimation. Mais si vous dites qu'il n'y a pas de société sans sublimation, c'est ce que Freud a expliqué en long, large et en travers, surtout dans Malaise dans la civilisation, mais pas seulement, eh bien ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des choses sublimes. S'il n'y a plus de choses sublimes, il n'y a plus de sublimation. Alors il n'y a plus de société. Ça s'appelle la barbarie. C'est pas mal comme fin, ça. Voilà.